Ok, bah tout d'abord, merci, merci Jackie et à toute ton équipe, voilà, notamment donc Mélodie, Bérangère, avec qui on a pu échanger par mail. Merci d'avoir pensé aussi à moi pour cet événement. Ça fait plaisir d'être là avec vous. Alors, c'est un beau challenge puisque je suis quand même un peu positionné après Nicolas Nguyen et avant Vincent Terrazi. Donc, autant dire que c'est quand même du costaud tout autour. Donc, je vais essayer de ne pas raconter trop de bêtises cet après-midi. Et puis, voilà, l'idée, c'était d'essayer de faire un truc peut-être un petit peu moins technique que certaines fois, d'être un peu plus ludique et d'essayer de trouver des choses simples, ou plus ou moins simples, on va dire, qu'on peut mettre en place sur nos sites e-commerce pour améliorer notre SEO. Alors voilà, l'idée c'est de se dire, on va parler de SEO et de e-commerce, on va essayer d'être malin. Alors ça passe quand même par du SEO classique, la base du SEO, ça passe par un petit peu de SEO avancé. Et puis voilà, on va essayer d'être malin comme notre ami, je ne sais même pas comment il s'appelle, de Friends. Alors pour la petite histoire, petit challenge dans cette conférence. Donc tu l'as dit tout à l'heure, je fais partie du groupe 410 secondes et je devrais, vu mon âge avancé, je pourrais être à peu près le père de tout le monde dans la boîte. Et sur notre Discord, c'est une vraie bataille de gifs animés en permanence. Et moi, je suis toujours à la ramasse et de toute façon, je suis pas assez rapide pour mettre des gifs animés par rapport à tous ces petits genoux. Donc en fait, le challenge, c'est que sur chacune de mes slides, il va y avoir une gif animée. Et comme ça, je prends 3 ans d'avance avec toute l'équipe 410 secondes et ils n'auront plus rien à dire. Allez, très rapidement, voilà, qui je suis, on va pas en reparler. Je suis consultant e-commerce, je suis consultant SEO. Avant d'occuper ce job de consultant, j'ai été moi-même e-commerçant pendant une quinzaine d'années. Donc, je vais vous donner aussi des trucs pratiques et qui sont potentiellement en dehors de ce qu'on voit systématiquement sur le SEO. Voilà, moi, quand j'ai fait du e-commerce, le SEO, quand j'ai démarré, je ne savais pas ce que c'était. J'ai tout appris en faisant des choses et en testant des choses par moi-même. On n'avait pas comment on va dire, les tonnes de documentation qu'on a aujourd'hui. Donc, il y a des choses finalement simples auxquelles on peut passer à côté et des fois, il ne faut pas aller chercher midi à 14h. Alors, bon, voilà, petite étoile, le deuxième gif animé, c'est à peu près l'état d'esprit dans lequel je suis, impatient de démarrer, mais en même temps un peu stressé. Et je pense que vous, de votre côté, vous ne pouvez plus attendre pour que ça démarre, donc c'est parti. Alors, le SEO, qu'il soit malin ou qu'il soit pas malin, forcément, ça démarre toujours par le fameux triptyque du SEO. Là, on a rajouté ce petit bloc social au-dessus. La partie technique, la partie éditoriale, la partie netlinking et donc cette partie médias sociaux. Alors, nous, chez 410, quand on fait des démos, des présentations ou des confs, on a tendance à partir sur cette répartition. Le technique, ça nous donnerait une note de 10% de performance en termes de SEO, le contenu 40% et la partie notoriété 50%. Donc on est encore très bourrin dans notre vision du SEO. On a quand même tendance à penser que le backlink, c'est quand même le truc qui avance. Alors, est-ce que c'était le chien d'Olivier Andrieux? C'est une bonne question, il faudra lui demander. Moi, je ne connais pas son chien, j'ai pas cette chance-là. Alors, est-ce que ça, c'est suffisant pour réussir en SEO? On a notre petit copain là qui nous dit « That's not enough » et c'est pour ça qu'on va essayer d'être intelligent aujourd'hui. Alors, on continue, si ça veut. Bon, ça veut pas passer. OK. Alors, voilà, en général, quand on parle de SEO classique, ce qu'on nous présente. Et là, je vais tout de suite citer ma source. C'est un joli diagramme que j'ai piqué au frère Perronnet, tout simplement parce que je n'avais pas envie de le refaire et puis parce que je n'ai pas forcément aujourd'hui envie de passer énormément de temps à vous expliquer comment fonctionne un moteur de recherche. Parce que moi, quand j'étais e-commerçant, que je faisais du SEO, je n'avais aucune idée comment fonctionnait Google et pourtant, j'arrivais à me positionner en top 3 sur l'ensemble des marques qui étaient présentes sur mon site internet. Malgré tout, très rapidement, on retrouve nos blocs. Donc, on a des pages qui vont être classées avec des notions de popularité, les backlinks, qui vont être classés en fonction d'une niveau de pertinence, le contenu. Et puis, Google va analyser tout ça dans son superbe algorithme Learning to Rank. Il va prendre en entrée une requête et en fonction de tout ça, il va sortir un classement. Ça paraît super compliqué. On ne va pas passer plus de temps là-dessus aujourd'hui. Et merci à Sylvain et Guillaume pour ce super schéma, en effet.
Le SEO technique, le SEO classique, pardon, ce premier bloc technique qu'on a en bas, bah, finalement, vous le connaissez tous aussi bien que moi. Vous savez qu'il faut optimiser le site pour que les robots de Google puissent le crawler le mieux possible. Il faut mettre en place des robots.txt, des sitemaps. Il faut ne pas créer de contenu dupliqué, soit ne pas en créer, soit le gérer en mettant des balises de type canonical pour que Google soit au courant que telle page est exactement la même que telle autre page. Il faut créer des structures dans lesquelles on n'a pas de lien cassé, on n'a pas de redirection. On ne va pas demander au robot de Google faire de saut de page, en saut de page. Ça, vous le connaissez tout aussi bien que moi. Il faut que votre site il soit rapide. Alors, je pense qu'on en a déjà parlé dans les conférences de ce matin, de mémoire. Manu, Magic Manu en a parlé. Ça, il n'y a pas de débat. Est-ce que c'est un critère SEO? Aujourd'hui, pas nécessairement. Si votre site n'est pas ultra lent, il ne va pas être pénalisé par Google. Rappelons-nous qu'aujourd'hui, on parle de e-commerce. Vous n'avez pas le choix. Votre site e-commerce doit être rapide. Il n'y a pas de débat. Votre site doit être sécurisé en HTTPS. Vos URL doivent être consistantes et doivent être bien construites. Vous devez avoir dans votre site un fil d'Ariane qui va permettre aussi bien au robot qu'à votre utilisateur de suivre votre navigation. Vous devez mettre en place des données structurées sur vos fiches produits. Vous devez gérer correctement votre pagination. Si vous faites du multilangue, encore un beau challenge à gérer. Et puis, si on doit garder le plus important pour la fin, sur chaque page, une balise titre 100% optimisée. Ok, ça, c'est le SEO classique qu'on connaît tous. Si je continue mon SEO classique, deuxième étape de ma pyramide du SEO, le contenu. Le contenu SEO est un contenu optimisé pour les moteurs de recherche. Tous les textes et visuels de votre site internet peuvent être optimisés pour le SEO. Alors, qu'est-ce qu'on doit créer comme contenu? On doit créer du contenu qui est original, qui est unique, intéressant, attrayant pour l'internaute et attractif pour Google, simple à comprendre, rappelez-vous, ça on en reparlera un petit peu peut-être dans la partie SEO malin, pardon. Google ne comprend rien à ce qu'il lit, et en tout cas, s'il comprenait, il aurait un niveau collège. Donc on ne va pas chercher à aller mettre du contenu évolué. Plus vous mettrez du vocabulaire compliqué, moins ça va pouvoir permettre de Google de vous comparer à vos concurrents, et moins bien vous serez classé. Et puis forcément, en termes de contenu, quand on parle de e-commerce, on ne peut pas passer à côté de la notion de copywriting. Vous avez ici une magnifique gif animée pour vous rappeler la fameuse expression « Content is king ». Alors, parlons un petit peu d'optimisation sémantique. Allez, encore des notions que nos amis Perronnet, qui doivent être les meilleurs connaisseurs des entrailles d'un moteur de recherche en France, auraient pu nous présenter. Tout ça, ça se base sur des algorithmes qui sont vieux de 50 ans. Et on en a parlé un petit peu avec Nicolas tout à l'heure et avec Manu ce matin. Google ne comprend pas un mot à ce qu'il comprend. C'est pour ça que j'ai mis cette jolie gif animée ici. C'est complètement con, un moteur de recherche. Le moteur de recherche, il va juste comparer des expressions les unes entre les autres. Vous ne mettez pas plus de choses en tête ça. Il ne comprend rien à ce qu'il lit. Donc, il va venir refaire des représentations mathématiques de vos contenus et venir comparer ces représentations mathématiques avec d'autres contenus. En étant un petit peu intelligent, et c'est ce qu'on a ici, on a les systèmes comme BERT, etc., qui vont essayer de transformer la requête de l'utilisateur en fonction de cette intention cachée ou de cette intention de recherche. On va en reparler un petit peu plus loin. Mais dans tous les cas, n'oubliez pas qu'il ne comprend pas et que si vous-même, vous ne parlez pas en mode cosinus de Salton ou en optimisation sémantique de ce style-là, soit vous allez utiliser des outils comme les Your Text Guru et compagnie, soit vous allez être le SEO malin et vous allez jouer au jeu du mot mystère, cher à notre copain Laurent Bourrelli. Le jeu du mot mystère, vous l'avez devant les yeux, c'est tout simple, vous enlevez votre mot-clé de votre texte, et si on comprend de quoi ça parle, il y a de grandes chances que Google comprenne aussi. Vous avez l'exemple ici devant les yeux, ça tombe bien, Nico dans sa conf juste avant nous a fait de la génération automatique avec le mot avocat. Et là, je suis exactement sur l'utilisation du mot avocat, mais dans un autre contexte. Et donc, c'est vraiment cette notion de contexte. Je ne vais pas parler de champ lexical ou quoi que ce soit de ce style-là. C'est le contexte, les mots présents dans votre contenu qui va permettre à Google de comprendre de quoi ça parle. Et pour citer deux outils, pour le coup, qui ne sont pas forcément beaucoup utilisés et moins connus en termes de contexte, et pas uniquement en termes d'optimisation sémantique, je voudrais juste vous citer le EasyWord, EZWord de Christian Méline
ou le keyword.gg des frères Perronnet, c'est des outils qui vont vous donner des contextes, des mots qui ne sont pas forcément des mots SEO, ce n'est pas des mots qui sont issus de la SERP, mais c'est des mots qui vont vraiment, d'un point de vue langage naturel, tel qu'on va parler habituellement, de données qui ne sont pas présentes dans les SERP, mais présentes dans les livres, présentes dans Wikipédia, etc., qui vont donner des mots qui correspondent au contexte de ce que votre texte devrait contenir, et ça peut vous donner plein d'idées pour vos contenus. Troisième brique de la pyramide du SEO, les liens. Alors les liens, c'est de la dynamique, comme dirait notre ami. Alors forcément, on ne peut pas aujourd'hui passer sur la partie liens sans citer nos hôtes du jour, Linksgarden. Franchement, tout simplement, vous faites des liens, allez voir Linksgarden, ça va marcher très très bien. Ça, c'est le SEO classique. Le SEO classique va vous parler des encres de liens. Alors, on a tout entendu, je crois, depuis ce matin, entre Jackie, ce matin, qui nous parlait de l'importance d'avoir des encres optimisées, semi-optimisées. Manu, qui était très frileux là-dessus. Vous le savez, notre réponse fidèle à nous, les SEO qui savons tout, c'est de dire « ça dépend ». Donc, SEO classique, on va aller analyser notre SERP, on va regarder ce qui se passe dans les liens, etc., etc., les encres, optimisées, pas optimisées. Si la SERP est super optimisée, on peut se permettre un peu plus de suroptimisation. Si elle ne l'est pas, on ne va pas se le permettre. On sait qu'il y a une grosse prise de risque d'utiliser des liens optimisés. Donc, voilà, restez maximum branding, maximum sur de l'encre désoptimisée. Mais malheureusement, on sait tous aussi très bien que ce qui marche le mieux, c'est les encres optimes. Easy Word, c'est EZ Word pour Maze Repair. EZ Word, j'ai plus l'URL exact, mais c'est EZ Word. Et puis le SEO malin, petit clin d'œil à mon ami Dan Bernier qui m'a montré ça hier lors d'un enregistrement d'une vidéo. Dan a fait un joli article avec cette magnifique représentation graphique, cette infographie qui va nous parler d'intention de recherche, dont on va parler un tout petit peu après dans cette vidéo. Eh bien, Dan, en faisant cette belle infographie, a récupéré gratuitement, entre guillemets, enfin totalement gratuitement, sans rien demander à personne, un lien sur Abondance, donc le site de Olivier Andrieux, dont j'avais le chien en vidéo tout à l'heure. Donc, cette technique SEO malin de faire des infographies, de faire du contenu de qualité, ça fonctionne encore. Je ne vous dis pas que c'est simple, mais là, pour le coup, ça a fonctionné. Alors, est-ce qu'on a fini le tour du SEO classique? Non, on n'a pas parlé de maillage interne, et vous le savez, c'est un peu mon truc, donc je vais quand même être obligé de vous en parler un peu. On n'a pas parlé d'expérience utilisateur, on n'a pas parlé d'intention de recherche. Donc, on n'a pas encore fini notre SEO classique, on a encore un peu de boulot. Et on va parler de ce truc qu'on appelle le SEO avancé, le truc qui fait peur. Alors, je me suis amusé d'un côté à mettre ici une structure d'un site internet. En l'occurrence, c'est la structure d'un site internet d'un ophtalmo. Pour l'exemple, c'est pas du e-commerce, mais c'est le même jeu. Et puis, en reprenant l'enchaînement des menus et des liens, on va retrouver ici les différentes pages, catégories, sous-catégories. Donc, tel que, en général, quand on est un e-commerçant, on voit notre site internet, tel qu'on pense que l'internaute le voit. Et pas de bol, dans l'exemple précis de ce site-là, voilà comment Google voit le site. Donc un gros pavé central et tout un tas de ronds, pas du tout hiérarchisés tout autour. Chaque taille de rond représentant la force du site en termes de PageRank. Alors je ne vais pas rentrer dans le PageRank, Manu en a parlé ce matin, mais grosso modo, si on le fait super simple, chaque fois que vous avez une page, si cette page reçoit un lien, elle reçoit entre guillemets un vote de confiance. Plus cette page va recevoir de liens, plus elle va recevoir de pages de vote de confiance et plus elle va être considérée comme puissante pour Google dans son algorithme. Alors ça, on ne va pas se leurrer, c'est comme ça depuis 1998 et c'est pas prêt de changer. Donc on nous rajoute des IA dans tous les sens, etc., etc. C'est la fête. Ils s'amusent beaucoup chez Google et ils ont bien raison parce que c'est vraiment des sujets super intéressants à suivre. Et tout comme Nico, moi j'ai beaucoup regardé cette partie de génération de contenu, NLP, etc. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, on reste quand même chez Google avec un système de c'est celui qui a la plus grosse qui va gagner. Donc le backlink a de beaux avenirs, de beaux jours encore devant lui, et tout simplement parce que les algos ils sont là et que je pense qu'il y a des choses dont on a un peu peur de mettre les mains dedans. Mais un lien étant un lien, ce maillage interne est très important.
Donc, si on veut revenir ici, de passer de cette structure en pâté, j'aime bien ce terme-là, à cette belle structure qu'on a ici, je vous invite par exemple à venir voir la conf que je vais faire la semaine prochaine aussi au camp. On va rentrer un peu plus dans le détail ou d'aller voir des vidéos ou des confs de Durf qui expliquent ça super bien aussi. On va venir totalement revoir notre structure de lien de notre site et on va venir virer de manière artificielle dans notre site tous les liens parasites et tous les liens qui viennent fusiller le PageRank, tous ces liens qui viennent faire des fuites de PageRank. Donc on va venir travailler nos méga menus, hein, vous le savez, vous êtes vous aussi dans le domaine du SEO, méga menu égale catastrophe SEO. Donc, on va venir travailler ça avec ce qu'on appelle de l'obfuscation. Donc, on va venir masquer d'une manière ou d'une autre, et je ne rentrerai pas dans le détail aujourd'hui si on fait du cloaking ou de l'obfuscation via JavaScript. Mais dans tous les cas, on va venir masquer l'ensemble ou une partie des menus à Google de manière à créer notre structure en silo. Et on va faire la même chose sur notre footer et on va faire la même chose sur nos sidebars. On fait de l'obfuscation, on fait du cloaking, ça va nous permettre de manipuler le PageRank et de venir faire en sorte que Google, lui aussi, voit le site dans cette structure-là. Et comme l'explique très bien Durf dans un de ses exemples, si je suis sur un site de vente de ski, je vais peut-être avoir un premier niveau qui va s'appeler ski, un deuxième niveau ça va s'appeler alpin, un deuxième niveau qui s'appelle fond. Si je ne suis pas passé par le premier niveau ski au départ, quand je rentre sur alpin ou quand je rentre sur fond, bah finalement, je ne sais pas de quoi je parle. Donc, de recréer cette structure avec le maillage interne permet aussi de recréer le contexte de la page. Allez, dans les trucs sur lesquels Durf qui rigole a les mêmes problématiques que moi, c'est les fameuses facettes dans les sites e-commerce. Je vous donne juste un exemple concret. On a fait une migration d'un site Magento il y a quelques temps. C'est pas pour dire du mal de Magento, loin de là, bien au contraire. Et on s'était amusé à passer le site Magento dans notre outil Swan.tool qui permet de gérer des redirections de manière automatique. Donc l'outil Swan.tool a scrollé l'ensemble du site Magento. Site Magento avec à peu près 700 produits de mémoire, donc un tout petit site. Au bout de 24 heures, je crois qu'il avait crawlé plus de 500 000 pages. Donc, c'était tout des facettes, des URL de facettes qui étaient générées à la volée par le CMS. Donc, avec à chaque fois, c'était des soutiens-gorge en l'occurrence ou des culottes. Donc, le soutien-gorge dans telle taille, dans telle couleur, dans tel truc. Donc, une multiplication de crawler, pas scroller. J'ai dit scroller. Oh, excusez-moi, crawler. Qui avait crawlé, pas scrollé. Donc, multiplication de facettes. Donc là, c'est ce qu'on appelle une espèce de grosse masse noire en SEO. Donc, il faut absolument corriger tout ça. Ça, c'est du SEO avancé. Enfin, en tout cas, voilà, nous, on se la pète un petit peu pour dire ça. Après, c'est juste de venir mettre du JavaScript derrière des liens. Faut pas non plus trop se la raconter. Allez, continuons. Allez, on va rentrer un peu plus dans le SEO malin, en tout cas, en ce qui me concerne. Et on va surtout se rappeler que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, tous les visiteurs de votre site ne vont pas arriver sur la page d'accueil. Bah ouais, on a fait des stats là aussi avec Patrick, mon associé, et on a regardé avec SEMrush, qui est donc l'un des partenaires aujourd'hui, et dont je suis aussi l'ambassadeur, donc j'en profite pour pousser un petit peu de pub. On a regardé tout simplement avec SEMrush le pourcentage de landing page, de page d'accueil, d'un maximum d'un certain nombre de sites. Donc, on est allé voir LDLC. LDLC, 90% du trafic n'arrive pas, 89% du trafic n'arrive pas sur la page d'accueil. Fnac, 87% du trafic n'arrive pas sur la page d'accueil. Cdiscount, 83%, Darty, 77%. Alors, on s'était dit que Doctolib, c'était quand même un truc où on devait arriver majoritairement sur la page d'accueil. Ben non, 76%, on arrive sur autre chose que de la page d'accueil. Et Le Bon Coin, enfin un exemple où on arrive majoritairement sur la page d'accueil, c'est 30%. De trafic hors page d'accueil. Donc, les gens rentrent sur Le Bon Coin par le Bon Coin. Et ça, c'est vachement important parce que ça va nous expliquer quel est l'objectif d'une page d'accueil sur un site internet et comment on va venir travailler les autres pages. Pour moi, sauf cas particulier où vraiment vous êtes sur quelque chose de monoproduit ou de très très niché, la page d'accueil, elle n'a pas nécessairement d'objectif SEO. Une page d'accueil dans un e-commerce, elle a grandement un objectif marketing. Elle est là pour vendre, elle est là pour donner de l'assurance, elle est là pour apporter de la réassurance, et elle est là surtout pour venir distribuer l'ensemble du jus, puisque c'est la page qui a le plus de jus potentiellement, et distribuer ce jus SEO à toutes les autres pages du site. Et si on va tout de suite un petit peu plus loin dans le SEO malin,
On va regarder ici cette petit camembert en bas avec les différentes sources de trafic possibles vers votre site internet. On va avoir en orange ici la partie search, Google, etc. C'est vraiment la partie SEO. La partie verte qui, pour moi, est vachement importante, c'est la partie direct trafic. C'est celle qui est liée à votre branding. Les gens vous connaissent, ils arrivent directement chez vous. Et enfin, la dernière partie, referring site, celle-là, ça va plus être du site référent ou des réseaux sociaux, etc. Souvent, on a tendance à dire qu'un camembert comme celui-là, bien équilibré, c'est pas mal parce que si un jour vous prenez une petite misère là, du côté de chez nos amis de Google et que vous prenez d'une manière ou d'une autre une pénalité ou tout simplement un bug ou un changement d'algo, hein, les bugs, on les a tous connus et cet été encore, on a bien connu ça, au moins vous avez tout le reste qui est là et qui vous assure votre trafic. Donc c'est aussi ça le SEO malin. Donc le SEO malin, c'est de bien comprendre que chaque page a son objectif. Là, on va parler du fameux tunnel de l'information, des fameuses intentions de recherche. On va pas forcément rentrer dans le détail tout de suite sur celui-là, même si c'est le même, je l'ai juste dans un slide après, donc je vous le remontrerai. Mais en tout cas, on va se rendre compte qu'en fonction de l'intention de recherche, en fonction de l'étape dans laquelle l'utilisateur se trouve dans le tunnel de recherche, il est plus ou moins proche de l'acte d'achat. Et on va devoir venir nous travailler nos contenus pour fournir du contenu pour chacune de ces intentions, chacune de ces étapes-là, et forcément un contenu différent. Et ce contenu-là, idéalement, il est de plus travaillé en fonction de vos personas, qui est votre cible. Donc les 4 grandes intentions de recherche sur lesquelles on s'accorde à peu près tous aujourd'hui. La première, c'est l'intention informationnelle. Je cherche une information, voilà, quelles sont les différences entre une TV Full HD et une télé 4K. Typiquement, il y a les pages de votre site internet qui vont répondre à ça. Ça va être des pages de type blog, des pages de type guide, des pages de type tutoriel. On va avoir des informations qui sont, elles, purement navigationnelles. Je veux, si je tape TV Darty 4K, il n'y a pas de grosses alternatives. Google sait où il doit m'emmener. Donc, c'est vraiment un chemin. Je veux aller de là à là. Donc là, page d'accueil, page catégorie, voire page produit. Ensuite, les intentions commerciales. Quelle est la meilleure TV 4K à moins de 500 €? On est sur des choses qui est du comparatif, on est sur de l'avis ou du comparatif de produits. Et enfin, le Graal, les intentions transactionnelles, celle-là, TV 4K en promo, j'ai la carte bleue en main, je veux l'acheter. Donc là, idéalement, j'emmène la personne vers une fiche produit. Alors, ce qui se passe souvent, c'est que quand on regarde des sites e-commerce, et en tout cas, moi, quand je discute avec mes clients, tout le monde veut se battre sur ce petit... alors je dis petit, mais je ne vous ai pas donné de pourcentage encore, mais tout le monde veut se battre sur cette partie transactionnelle. En gros, on veut tous se partager cette part de gâteau où les gens ils sont en train d'acheter. Or ça, on estime grosso modo, c'est 10% des intentions de recherche. Donc 90% se trouvent au-dessus, dans l'informationnel, le commercial, voire le navigationnel. Donc votre effort de création de contenu en termes de SEO, il doit être sur ces pages-là. Alors il doit forcément être sur vos fiches produits, sur vos fiches catégories, mais n'oubliez pas qu'on va considérer, alors ça c'est les chiffres sortis des grands chapeaux, qu'un internaute devra avoir vu votre site 7 fois avant d'acheter chez vous, autant qu'il soit passé chez vous avant sur une page d'information, un guide d'achat, un guide de comparatif, etc., etc. Donc l'objectif, acquérir le prospect le plus tôt possible, sortir du fameux achète ou casse-toi. Et donc, on va venir travailler des guides d'achat pour se positionner sur des pages éditoriales, venir éduquer le prospect. Et pour le coup, on vient travailler sur des requêtes qui sont beaucoup moins concurrentielles. Donc, on va venir prendre des positions sur des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus facilement. N'oubliez pas la fameuse requête feature, voilà, c'est dur en anglais, c'est feature tells benefits sells. Mettez en avant les bénéfices de vos produits. Ça va vous permettre très clairement de ne pas venir avoir la même logique, la même façon de faire que vos concurrents. Et ça va éviter de se les prendre en frontal, comme on voit là sur la photo. Et ça va éviter de tomber sur des clients qui ne cherchent qu'à acheter un prix. Allez, encore un exemple de SEO malin sur à chaque page son objectif. C'est un truc qu'on a analysé aussi. On s'est amusé à suivre les positionnements du site meilleurtaux.com sur la requête rachat de crédit. Et on voit que c'est pas mal en dents de scie, ça bouge un peu dans tous les sens. C'est un peu stable là sur la fin. En fait, d'un point de vue expérience utilisateur, on se rend compte que ce qu'attend Google,
C'est pas un long texte plein d'optimisation SEO tel qu'on adore nous les faire, mais il attend des simulateurs, des outils pour faire des simulations de taux de crédit. Donc du coup, bah voilà, vous embêtez pas sur certains résultats, sur certaines requêtes à venir créer 2500 mots de contenu, ça sert juste à rien. Et en l'occurrence, quand on regarde ici dans cette courbe, les moments où meilleurtaux.com est au plus bas, si vous allez faire un peu les corrélations avec du Webback Machine, bah, vous verrez que c'est à des périodes où ils avaient changé leur simulateur, voire enlevé leur simulateur, voire l'avaient mis plus bas. Donc le SEO malin, c'est pas de dire systématiquement je viens générer des milliers de mots de contenu, c'est d'analyser ce que Google attend de vous. Ah, mais on va un peu revenir à du maillage interne. C'est Durf qui va être content. Il était déçu qu'on s'arrête tout à l'heure. En SEO malin, je vais vous parler de maillage interne. Alors, ce maillage interne, je vais vous parler sur la fiche produit. C'est un exemple qu'on ne voit pas forcément souvent. C'est pareil, c'est un exemple qu'on avait travaillé avec Patrick pour une conférence au Blend il y a quelques mois. Et on s'était amusé à aller regarder sur le site de la FNAC le casque de réalité virtuelle Oculus Quest. Et surtout, on avait regardé en fait les produits, vous savez, les cross-selling en bas, les produits associés. Alors d'un point de vue e-commerce, bah, nécessairement, ces produits associés, c'est top. Alors, on est d'accord, ça a une vraie utilité. Mais on s'était demandé si d'un point de vue SEO, c'était une bonne idée. Si d'un point de vue sémantique, comme on le dit, c'était une bonne idée. Alors on s'était amusé à faire une petite analyse toute bête. On était allé regarder avec Your Text Guru l'ensemble de ces pages-là qui étaient présentes en bas ici, là, les fameux produits en cross-sell. On était à regarder les mots de chacun de ces produits-là, et puis d'une manière purement simpliste, on va être d'accord, on avait calculé un niveau de similarité entre les différentes pages. Alors même si toutes ces pages-là se positionnaient très bien dans les pages de résultats de Google, on s'était dit, est-ce que c'est pertinent de les lier les unes entre les autres? Bah finalement, on arrivait à la conclusion, quand on fait une comparaison entre un Oculus Quest et une Nintendo Switch, qu'il n'y avait que 20% de similarité entre ces deux pages-là. Donc d'un point de vue SEO, il n'y a aucune logique de venir les lier. C'est même plutôt contre-productif. Ici, c'est notre ami Lynx de Zelda, pour la partie lien, pour la petite histoire. Donc, quand on vient faire ces produits cross-selling, c'est important de réfléchir si c'est bien d'un point de vue commercial, mais aussi si c'est bien d'un point de vue SEO. Et on peut donc aller très finement venir mettre un lien ou pas, là encore, avec des processus d'obfuscation ou de cloaking. Voire même ce que fait la FNAC, je ne l'ai pas remis ici. Si on regarde cet exemple du site de la FNAC, si on regarde dans le cache de Google, le site de la FNAC, en fait, totalement le bloc ici, là, les internautes ont acheté, il n'est pas présent dans le cache de Google, c'est-à-dire que lui, il est carrément poussé complètement en JavaScript au niveau navigateur. Donc comme ça, Google ne va pas aller du tout suivre ces liens-là. Bon, après du SEO malin, vraiment de base, mais ça, c'est un truc que moi, je vois tout le temps quand on fait de la création de sites internet e-commerce. Souvent, nos clients, ils ont en but en blanc, ils ont leur stratégie de commercial en tête. Et donc ça, c'est un exemple. On a fait un petit jeu concours pour faire un audit SEO gratuit dans le cadre du SEO Camp la semaine prochaine. Et donc ça, c'est un des personnes qui avaient candidaté. Donc c'est la boutique Totoro. Et donc dans cette boutique Totoro, on a une belle catégorie qui s'appelle peluches et figurines. Et optimisée sur peluches et figurines Totoro. Forcément, pas de bol. Si on regarde dans Google les estimations de recherche, si on regarde dans un outil comme SEMrush, on voit que figurine Totoro, c'est cherché 170 fois par mois et que peluche Totoro, c'est cherché 1600 fois par mois. Pas de bol. Ici, on est optimisé sur peluche et figurines. On n'a pas mis la bonne balistique dans le truc. On n'a pas découpé correctement nos catégories. On n'est pas si mauvais que ça. On est 13e sur figurine Totoro. En bossant un tout petit peu, ça va être jouable. Par contre, peluche Totoro, on est 50e. Là, on parle bien du site officiel de la marque en France. Donc là, il y a un petit souci. Donc SEO simple, on va tout simplement venir créer des catégories en fonction de ces mots-clés-là. Et c'est pas illogique de faire des autant, on va voir après, il y a des choses sur lesquelles on peut avoir des catégories purement SEO. Là, on est quand même sur des catégories aussi utilisateurs. Les peluches et figurines, c'est pas du tout la même chose. Donc autant créer deux pages différentes. Ça, c'est tout simplement être malin. Donc, pour être malin, dès le départ, avant même de lancer votre site e-commerce, ou aujourd'hui, si c'est trop tard de le refaire, mais pensez à une stratégie de mots-clés pour créer votre structure. Donc, cherchez les mots-clés,
Identifiez les pages qui vont avoir de l'impact, créez les contenus et faites vos maillages internes. Je vais boire un petit peu, j'ai un chat dans la gorge. On continue. Bon, là, je vous ai fait un petit mélange de SEO technique malin sur les fiches produits. C'est des questions qu'on me pose souvent. Ça, c'est le chat de Durf, donc. Je ne sais pas si vous l'avez reconnu avec ses petites lunettes. Mais non, il est fort. Il arrive à lire en même temps que de ne pas se laisser démonter. Donc, je vous ai juste remis plein de trucs en anglais parce que j'ai fait un copier-coller d'un site que je trouvais marrant sur tout ce qu'on peut faire pour optimiser une fiche produit. Mais dans l'idée, moi, je voulais justement vous parler de ce qu'a parlé Nicolas juste avant avec OpenAI GPT-3, parce qu'en effet, c'est quelque chose qui peut être très, très puissant pour le SEO, à utiliser, bien sûr, entre de bonnes mains. Moi, tel que l'a dit Nicolas tout à l'heure, je pense qu'il va falloir qu'on voit dans les années qui viennent l'IA comme un assistant. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas utiliser l'IA pour créer nos fiches produits, mais on va utiliser l'IA pour venir nous aider dans la sélection de nos textes, dans l'optimisation, dans nous donner des idées de contenu. Mais on ne remplacera pas, à mon avis, l'écriture par l'IA. Tel que l'a dit Nicolas aujourd'hui, ça fonctionne. Hein, on peut créer des contenus qui rankent avec de l'IA, il n'y a pas de souci. Il y a des outils tels que celui de Nicolas, mais il y en a d'autres. Je pense à des trucs genre CopyAI, Marque Copy, etc. Il y a des outils qui fonctionnent pour générer. Voilà. Mais en étant malin, et moi, je le vois tous les jours, j'ai des e-commerçants qui sont des petits filous. Moi, j'ai des e-commerçants qui font de la génération de fiches produits avec des fichiers Excel et qui derrière génèrent des fichiers CSV qui vont venir importer de manière automatique dans leur CMS e-commerce. Et ils arrivent à faire des trucs très sympas. En fait, on peut faire alors sans faire de spinning, mais on peut avoir des bouts de texte qu'on va venir mettre dans une phrase en fonction d'un certain type de produit. Je vais dire des choses, si je prends mon appareil photo et que je constate que dans les attributs de l'appareil photo, le poids, il est de plus de 10 kg, de 3 kg, alors peut-être que je vais essayer de vendre un trépied en même temps. Donc là, je peux mettre un texte pas autogénéré, mais qui vient se rajouter. Cet appareil est un appareil, donc j'ai fait une phrase, si plus grand que 3 kg, dire qu'il est lourd. C'est un appareil photo lourd. Je vous conseille d'acheter avec cet appareil photo un trépied, etc., etc. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire avec un fichier Excel. Donc après, il peut y avoir un tout petit peu de contenu dupliqué, mais si on est un peu intelligent, on peut se faire un chouette générateur sans faire de l'IA avec un fichier Excel. Et ça, c'est du SEO malin. Allez, bon, Nico nous en a parlé juste avant aussi. Le SEO malin, vous l'avez compris, c'est de créer les fameux guides d'achat. Alors, c'est le nom qu'on va donner en e-commerce au cocon sémantique ou topic cluster. Vous savez, ces structures en hiérarchie où à partir d'un sujet précis, le pilier dont on a déjà parlé, et puis le décliner en différents sujets de plus en plus détaillés, et en venant surtout venir sur chacun de ces sujets traiter une intention différente de recherche. L'idée, c'est donc de venir créer des structures de sites complètes qui vont répondre aux besoins, aux vrais problèmes de l'internaute, qui vont répondre à leurs questions, qui vont leur donner de l'information. Vous venez vous positionner comme l'expert de votre domaine. Vous avez un vrai rôle pédagogique, puisque vous pouvez même faire découvrir des produits que vos clients ne connaissaient pas. Ils avaient peut-être un problème, mais ils ne savaient pas quel produit utiliser en échange de ce problème-là. Donc, on sort complètement du système classique de e-commerce où je cherche un produit, j'achète ce produit au meilleur prix. Et puis l'idée, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de rencontrer votre prospect un maximum de fois avant l'achat pour lui filer de l'information, le rassurer, etc. Et on va sortir de notre commercial qui nous dit « j'ai le même à la maison ». Allez, celle-là, je l'adore, donc je voulais juste vous la laisser regarder 2 petites minutes. Et pour moi, le SEO malin, c'est d'être le chat le plus foncé des deux. Là, j'ai le chat qui fait que du SEO de base, là, qui est sur la droite, qui a l'air super agressif. Mais ce chat-là, il n'a pas pensé à faire plein de vidéos, à être actif sur les réseaux sociaux, à aller travailler tout un tas d'autres canaux d'acquisition. Voilà, il suffit qu'on le pousse et il tombe, parce que si aucun de mes concurrents a fait des vidéos de produits et que moi j'arrive avec ça, je vais tous les flinguer. Donc ça, c'est du SEO malin. Alors, le sujet, j'avais vu la question tout à l'heure dans une question dans la conf de Nico, le SEO malin sur les pages catégories. Alors, est-ce que la taille compte? Visiblement, les deux n'ont pas la même réponse.
Alors, je ne vais pas rentrer forcément trop dans le détail, je vois que le temps tourne et puis j'ai envie qu'on puisse échanger et partager des questions après. Il y a eu une super étude qui a été postée là, il y a quelques semaines sur un blog américain où ils ont, sur, je crois, 4-5 ans, donc c'est pas un truc qui a été fait sur 2 jours, ils se sont amusés à partir d'un site e-commerce existant avec, vous savez, ces blocs de contenu méga longs. Alors souvent, maintenant, on essaye de les planquer en bas, puis on les remonte en flex. Enfin, on fait tout ce qu'on peut pour essayer de truquer, aller foutre du contenu tout en haut en se disant que Google va mieux le prendre en compte. Puis alors, en général, si on essaye de vendre une souris d'ordinateur, on va avoir tout, hein, on va avoir la totale, l'histoire de la souris, pourquoi utiliser une souris, pourquoi une souris c'est comme ci, pourquoi il y a une boule, pourquoi il y a du laser. On va passer partout. Donc cette étude-là, ils ont fait une analyse où ils ont, grosso modo, au fil des années, ils ont dégraissé tout ce texte, ils sont vraiment gardé que l'essentiel, que les fameux feature tells, benefit sells, ils ont gardé ce qui était important pour l'internaute. Et il se trouve que visiblement, les positions n'ont pas changé, voire au contraire, elles sont montées. Pourquoi il y a une boule dans les souris? C'est une bonne question, Durf, je te laisserai y répondre. Tu me donneras la réponse. Donc voilà, rentrez pas dans le jeu de copier ce que font tous les autres, testez. Alors je sais, j'en parlais il y a quelques jours avec un autre consultant, c'est pas forcément simple pour nous en tant que SEO, quand on va voir un client, de lui vendre une presta, qui n'est pas une presta forcément cadrée dès le départ. Alors, on a des méthodes, bien sûr, pour savoir ce qui va marcher ou pas marcher, mais si tous nos concurrents ont mis 1500 mots, est-ce que réellement on n'a aucune chance de s'en sortir avec 500 mots? C'est pas sûr, il faut tester. Donc, à la réponse, est-ce que la taille compte? La fameuse réponse du SEO, ça dépend. Allez, un peu de SEO malin. C'est pareil, j'ai adoré cette petite vidéo. Je vais reprendre ce terme de ghost category que j'emprunte à mon associé Patrick. Moi, j'en fais depuis toujours, mais j'ai appelé ça tout simplement des catégories SEO, voire des facettes indexables. Et là, on va rentrer dans un exemple de... voilà, je vends des t-shirts et j'ai peut-être... souvent, je vais trouver ça chez un client, j'ai une grosse catégorie t-shirts et puis il y a tous les t-shirts dedans. Ça va être quand même venir très compliqué de venir se positionner là-dessus. Par contre, peut-être que c'est intéressant, parce que d'un point de vue volume de recherche, il y a un vrai intérêt de se positionner sur t-shirt homme rouge. Alors, on l'a vu tout à l'heure, il ne faut surtout pas venir indexer toutes les facettes, parce que c'est une catastrophe, mais peut-être qu'il y a des facettes qui peuvent être intéressantes d'indexer, parce qu'il y a de la vraie recherche derrière, et donc plus je vais avoir une facette, une page fine, plus je vais me positionner sur le bon article, la bonne intention. Donc moi, je parle d'optimiser des facettes. Donc on a des choses qui existent dans PrestaShop, par exemple, pour faire ça, ou tout simplement de venir créer des catégories de longue traîne, optimisées pour le SEO, mais qu'on ne viendra pas mettre dans le maillage interne externe visible du site. On ne viendra pas mettre ça forcément dans les menus, etc. On va les mailler de manière un peu plus fine par le biais des fiches produits. Mais plus on va être capable de créer ce genre de page-là, alors attention quand même, pas avoir de contenu dupliqué, il faut vraiment venir mettre du bon contenu et idéalement des produits différents. Mais ces pages-là vont permettre de faire là aussi du SEO malin. AdWords, j'en parlerai tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis sur cette slide. Allez, moi le SEO malin aujourd'hui, je pense quand même qu'il est énormément lié à l'expérience utilisateur. Alors, je mets juste 2-3 petites choses comme ça qu'on lit un petit peu partout. Les utilisateurs ne lisent pas, ils scannent, ils scrollent peu cette fois. C'est pas ils crawlent, mais ils scrollent peu. Donc, on va essayer de créer des contenus modernes avec des choses hyper lisibles, beaucoup des choses très contrastées. On va limiter le nombre d'utilisations des couleurs, puis on va respecter des règles toutes simples. On va pas forcément respecter notre charte graphique et prendre que les couleurs du logo pour créer notre site internet. On a un bon exemple ici avec Decathlon. Je pense que Decathlon, ils ont plutôt bien bossé leur truc et en termes de conversion, c'est pas dégueu. Voilà, ils ont un logo qui est bleu et blanc. Qu'est-ce qu'on voit? Il y a du jaune partout sur les call to action. C'est pas par hasard, c'est parce que il y a des couleurs qui vont beaucoup mieux fonctionner sur nos call to action. Et forcément, en SEO, pour moi, le plus important, c'est de venir travailler votre copywriting. Votre fiche produit, elle est faite là pour vendre. Et n'oubliez pas que meilleurs vos métriques SEO seront, plus votre SEO, vos user métriques, seront, et meilleur sera votre SEO. Donc, peut-être qu'il faut à un moment qu'on sorte de générer des milliers de mots sur l'histoire de la raquette de tennis et aller sur des choses un peu plus performantes en termes d'UX, en termes de SXO, en termes de click rate, conversion rate optimization, de manière à aller plaire aux robots de Google qui analysent la qualité et qui font de l'analyse comportementale sur ce qui se passe sur nos sites internet.
Alors, SEO malin, bah, si on faisait du SEO, ça va paraître un peu bizarre, mais quand on va se lancer sur une thématique, on va lancer un nouveau produit, bah, le meilleur moyen d'y aller, c'est quand même de faire du Google Ads pour voir si ça marche ou si ça marche pas, d'obtenir un max de mots-clés, parce que quand on démarre, on les a pas dans la Google Search Console. Donc le SEO malin, c'est peut-être de faire un peu de SIA. Maintenant, vous savez que je ne suis pas fan du SIA, mais malgré tout, c'est une piste à suivre. Et je crois que ça va être ma dernière vraie slide sur cette partie SEO malin. Bah, moi, je considère, et j'en reviens en fait à mon trafic 3 tiers que vous avez là en bas. Moi, je vais considérer que plus votre expérience utilisateur, mais vraiment de A à Z, cette relation client, cette expérience d'achat, pas uniquement d'utilisateur, mais d'achat, plus elle sera bonne, plus votre client il va être fidèle. J'ai lu juste avant la conf une petite slide qui disait, en gros, un client content, c'est comme l'ours qui a mis la main dans le pot de miel, il va y revenir, puis y revenir, puis y revenir. Et qu'est-ce qu'il va faire les fois d'après où il va revenir? Eh ben, il va pas taper TV 4K, il va taper directement Darty, il va taper Fnac, il va taper votre nom de marque, votre branding. Vous allez donc, aux yeux de Google, gagner énormément d'autorité. Vous allez être une société puissante et reconnue. Il n'y a pas à se poser de questions. Ça a un intérêt. Aujourd'hui, vous le savez tous, quand on est sur une analyse de résultats de SERP et qu'on ne sait pas pourquoi, juste devant nous, il y a un pignouf qui a l'air d'avoir des moins bons backlinks que nous, du contenu moins bon que nous, mais il est devant nous. Avec un peu de chance, si on va voir Google Trends, ben on va voir que sa marque, peut-être qu'elle, par contre, elle augmente en flèche parce que il est connu. Ben, Google, il n'est pas con, hein, il a envie de mettre des gens qui fonctionnent devant, des gens à qui il peut faire confiance. Donc, travaillez votre branding. Et puis, ça sera intéressant d'en parler dans la foulée avec Vincent, avec Jackie, si il veut nous en parler. Mais quand les gens de chez Linksgarden créent des événements de ce style-là, ils créent de la notoriété. On se sert de ça pour aussi venir travailler notre SEO. Donc, je ne sais pas s'il y a des impacts au niveau de Linksgarden en termes de SEO via ces types d'événements-là. Moi, j'ai la conviction que le SEO malin, il passe par là. C'était trop bien, non? Bon, en tout cas, moi, je me suis bien fait plaisir. Alors, je me suis amusé à vous mettre un petit lien là en bas. C'est un guide SEO gratuit qu'on a créé avec Patrick. Ça fait un bon petit paquet, une trentaine, une quarantaine de pages. Et n'hésitez pas à aller vous inscrire pour vous former au SEO gratuitement. C'est plutôt sympa. Et j'ai terminé, 15h40. Je crois que je suis juste dans les temps. Ouais, tout à fait. Pile ce qu'il faut. Un instant, on va partager ton petit lien quand même. Voilà, c'est dans le chat. Merci beaucoup, Christophe. C'était très bien, très clair aussi. Merci. Ça donne envie d'être SEO malin? Ouais, c'est pas mal d'être SEO malin, en fait, je trouve. Ouais, faut pas être trop centré sur, comme tes deux chats, hein, faut pas être trop centré que sur le SEO, il y a aussi d'autres choses. C'est ça. Il faut s'intéresser à tout. Et alors, tiens, du coup, je te la pose avant qu'on réponde à d'autres questions. Alors, est-ce que quand tu fais un event de ce style-là, tu sens d'une manière ou d'une autre des impacts en termes de SEO? Alors, si c'est pas top secret, bien sûr. Hein. Alors, ça l'était jusqu'à ce que tu en parles. On préfère garder ça pour nous. Non, bah franchement, si on a fait 4 éditions en un an, c'est bien que ça fonctionne, que ce soit en notoriété, que ce soit en SEO, bien sûr qu'on a gagné des positions, alors peut-être pas directement grâce à l'event, mais on a eu des backlinks de la part des gens qui sont présents aujourd'hui, les 350 personnes qui vont peut-être faire un compte rendu, qui vont peut-être parler de Linksgarden ou parler de la SEO Garden Party. On gagne des liens, on gagne du contenu, notre marque est citée, oui, non, bien sûr. SEO malin. C'est un bon, voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est vraiment l'exemple de ce qu'il faut faire, quoi. Je trouve que c'est aussi pour ça que je voulais te faire ce clin d'œil pendant la vidéo, parce que c'est, je trouve, le meilleur exemple qu'on peut appliquer pour faire les choses de manière maligne. Ouais, tout à fait, même avec tes vidéos sur ta chaîne YouTube. Pareil. Et on s'en est aussi inspiré, hein, forcément, puisque tu es arrivé avant nous. Et là, ça explose au niveau des podcasts YouTube, etc. Parce que, comme on disait avec Nicolas tout à l'heure, c'est que y a une demande du public aussi. Il y a une demande, donc forcément, il faut y répondre. Et c'est dommage de faire que ce qu'on connaît et pas essayer de faire autre chose et essayer des nouvelles choses, quoi. Très clairement.
Alors, on va essayer de te poser des questions. On en a eu quelques-unes. Ok, avec plaisir. J'ai essayé de suivre un petit peu, mais il y avait des trolls là au milieu. Alors, Ouais. c'était pas facile, hein, messieurs Derf et monsieur Yeka, là. Hein, Yeka. Je vous retiens pour le SEO Camp. On va boire des bières ensemble. On les reconnaît tout de suite sur Twitch. Et d'ailleurs, autre parenthèse, je me demandais quand est-ce que tu relançais tes lives, Fred. Eh ben, Fred, pardon. Bah, pose la Fred, oui, question à Fred. et les tiens aussi, hein, pendant qu'on y est. Ouais. Alors avant de laisser la parole à Fred, j'ai enregistré hier avec Dan Bernier. On a sorti la vidéo hier soir et on s'est dit que c'était pas la peine qu'on communique trop ce matin, vu que tu avais pris tout le trafic possible et imaginable de la journée. On va recommuniquer un peu plus demain sur la première vidéo qu'on a fait avec Dan hier, et on a parlé justement de cocon sémantique versus topic cluster. Ah, sujet très touchy. Ouais, c'est clair. On s'est amusé un peu. On voulait faire un truc un petit peu rock'n'roll pour la première, pour faire parler. Cool, donc c'est la reprise. Et Durf, octobre. Donc. Octobre, ouais. Alors, essayons de voir les questions. Il y en a quelques-unes quand même. Après, il y a des questions un peu basiques, on va dire un peu généralistes, pardon. Donc, notamment, quels sont les meilleurs plugins pour WordPress ou des choses comme ça que j'ai vu passer. Alors, ça mériterait, c'est un sujet rock'n'roll aussi. Ouais, alors WordPress. Après, alors je vais donner mes réponses à moi, et qui sont pas forcément les meilleures sur WordPress, mais ok. Sur WordPress, alors moi je suis resté en mode à l'ancienne parce que j'avais mes habitudes. Même si ça ne me sert qu'à ça, j'utilise Yoast pour mes balises titres. Tout le reste, évidemment, je n'utilise pas. Je ne vais pas mettre des cases vertes partout, mais j'ai Yoast pour ça. Après, j'utilise le plugin d'obfuscation de Nicolas Mercatilli pour tout ce qui est mes structures en silo. Ensuite, sur Presta, écoute, PrestaShop, parce que j'avais vu la question passer aussi, on n'a pas forcément aujourd'hui de modules tip top qui nous font tout bien. Donc, on a pas mal de choses qu'on a développées ou qu'on développe nous-mêmes. On a des thèmes sur lesquels on travaille. On a nos petits outils d'obfuscation et on réfléchit et on commence à travailler aujourd'hui sur la création d'un module pour faire de l'obfuscation dans PrestaShop justement, mais il n'y a pas tant que ça. Après, je suis pas un très grand fan de tous les trucs SEO automatisés qui précalculent les balistiques, tout ça, j'utilise pas trop. Oui, c'est une aide, mais c'est vrai que l'humain derrière, c'est que ça reste quand même nécessaire. Ouais. Alors, on a une question. Vous conseillez quel CMS pour moins de 20 produits? J'imagine qu'on parle de e-commerce. Alors, je ne vais pas répondre WooCommerce. Vrai malgré le fait qu'on va sûrement me tendre la perche là-dessus, je répondrai pas WooCommerce parce que même pour 20 produits, je suis pas fan. Mais ça, après, ça reste ma vision. Après, j'ai 2-3 arguments là-dessus, mais je suis pas du tout fan de WooCommerce. Autant je peux utiliser WordPress, autant WooCommerce, je suis pas fan. Pour 20 produits, pourquoi pas tester, se lancer sur un Shopify. Okay. Mais un PrestaShop fera très bien le travail. On peut faire un petit PrestaShop tout simplement avec 20 produits et ça fait le taf. Super. Alors, on a une question, même si tout à l'heure tu as dit que tu n'aimais pas les trucs préfets. Ouais, quel est le meilleur module PrestaShop SEO? Je n'ai pas de module PrestaShop SEO qu'on utilise nous personnellement comme ça. On a nos outils à nous, mais je n'ai pas de module à te conseiller. Alors après, je sais qu'il y a un module de Teamever de mémoire sur le SEO. Il y en a 2 ou 3 qui tiennent la route, mais je n'utilise pas de module SEO tout prêt pour PrestaShop. Donc je pourrais pas te donner de réponse. Je les connais pas en fait. Donc c'est pas de réponse. On a une autre question. Du coup, quel CMS pour plus de 1000 produits dans ces cas-là? Ah, PrestaShop, bien sûr. Un CMS français qui fonctionne bien. Et voilà.
Et du coup, que penses-tu de Shopify? Mais on a le droit de pas être d'accord comme Pascal, il n'y a aucun débat. Tout à fait, je crois que c'était un rapport avec WooCommerce, il me semble. Bon, après, voilà, j'ai pas de discussion là-dessus. Après, tu sais, je crois qu'on a aussi beaucoup tous nos habitudes, on a tous nos façons de faire. Moi, j'ai mes habitudes sur du PrestaShop depuis 15 ans, donc certainement que j'ai un a priori. Après, voilà, je reste aussi sur cette communauté française. Après, c'est un outil qui a qui a une vraie dette technique. Faut pas forcément se leurrer non plus. On va voir comment les choses vont évoluer dans les années qui viennent. Mais il y a quand même plein de choses qui sont plutôt bien fichues par rapport à du WooCommerce. Okay. Sinon, après, il y a du Magento qui reste un magnifique outil. On a eu la question plusieurs fois. Un magnifique outil e-commerce. Ouais. Donc Shopify, pareil, j'imagine. Ouais. Ok. Alors, on a des gens qui sont effectivement team WooCommerce. Ouais, bah ouais, ça, quand tu commences à détruire WooCommerce, c'est dur, mais voilà, moi je suis pas fan. Alors, je peux te dire pourquoi je suis pas fan. La structuration de la base de données me hérisse les poils. Moi, je viens du monde de la base de données historiquement. J'ai travaillé chez Oracle pendant un certain nombre d'années. J'ai travaillé sur des logiciels dont le travail était de faire communiquer les bases de données entre elles. Et très sincèrement, la structure d'un WooCommerce, elle me fait hérisser les poils. Et puis, ne serait-ce que d'un point de vue sécurité, j'avoue que ça m'inquiète un peu. On continue un peu sur les CMS e-commerce. Que penses-tu de OpenCart pour le SEO? Voilà. Je connais pas. Alors, je pense qu'on va mettre la dernière question et après, on va accueillir Vincent. Bonjour et merci. Quel outil pour voir la structure du site avec les cercles pondérés par le PageRank pour chaque page? Alors là, dans l'exemple que je vous ai donné, c'était l'outil cocon.se, qui fait très bien les choses, qui n'est pas donné. Après, tu as du Screaming Frog qui te permet de faire des choses alors gratuitement jusqu'à un certain nombre d'URL et en mode totalement gratuit. Et là, encore... clin d'œil à Durf, parce que moi je crois que j'ai jamais joué avec. Je crois que c'est Gephi qui est un outil un peu plus de développeur qui permet de générer ça. Merci beaucoup Christophe. Merci à vous. C'était un plaisir de t'accueillir. Et puis passe une bonne fin de journée et à bientôt. On se croise la semaine prochaine. Avec la prochaine conférence qui va être plutôt sympa aussi, je pense. Donc je vais rester connecté parce que Vincent, en plus, on l'entend pas forcément très souvent et ça va être pas mal, je pense. Donc restez bien connectés. Tout à fait. Et puis là, normalement, il aura aussi une conférence la semaine prochaine au SEO Camp. De toute façon, on va en parler un peu quand on va le présenter. On va le mettre dans le lobby. Ça marche. Et allez, merci à tous. Ciao, ciao. Merci encore.